Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un épisode un peu particulier qui va parler des phobies. Et pour être honnête, c'est un épisode qui me tient énormément à cœur parce que je vis avec une phobie depuis, je pense, bientôt 20 ans maintenant. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire cet épisode en très bonne compagnie. Je suis avec Marina, Léa et Agathe, que je vais laisser se présenter. Je m'appelle Marina, j'ai 38 ans, je suis enseignante. Je me rappelle pas depuis quand j'ai ma phobie, puisque je l'ai toujours eue. Et ma phobie, c'est la grossesse et l'accouchement. Bonjour, moi je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, je suis contrôleuse de gestion. Comme Marina, moi j'ai l'impression que cette phobie-là, je l'ai depuis toujours. Moi j'ai la phobie du sang et des aiguilles. Bonjour, moi c'est Agathe, j'ai bientôt 36 ans et je suis psychanalyste et coach de vie. En gros, j'accompagne les personnes à comprendre leur pourquoi je vais pas bien, pourquoi je vis ça, pourquoi j'agis comme ça, afin d'aller vers un comment je fais pour me sentir mieux, pour aller mieux et aller vers un mieux-être. Et moi, du coup, donc moi c'est Lola, j'ai 29 ans et je souffre d'hémétophobie, donc c'est la phobie du vomi. Avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet et à parler un peu de nos expériences, est-ce que, Agathe, tu pourrais nous définir ce qu'est une phobie? En fait, une phobie, c'est une peur intense et irrationnelle qui est déclenchée par des objets, des situations ou des contextes spécifiques. Elle se développe pour plusieurs raisons possibles qui mêlent des facteurs psychologiques, biologiques et environnementaux. Du coup, vous les filles, vous aviez dit que vous avez toujours eu cette phobie, donc pour vous, il n'y a pas eu d'événement déclencheur. Je sais pas, quand j'étais petite, je pense que j'avais le désir d'être mère et je jouais à la poupée, je pensais pas à ça. La première fois où j'ai conscientisé cette phobie, j'étais adolescente et j'étais en première. On parlait beaucoup d'avortement à ce moment-là et de planning familiaux. Et je me suis imaginée enceinte si ça m'arrivait. Et là, je me suis dit, bah non, je voudrais pas le garder. Enfin, c'était vraiment une obsession du moment dans mon entourage, dans le cercle des filles de mes amis. Et là, je me suis dit, ah, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Et j'avais toujours une espèce de boule au ventre de m'imaginer enceinte. Et le pire, c'était de m'imaginer accoucher. Et pour moi, je liais le moment de l'accouchement à ma mort. C'est comme une prophétie. Ok, hyper intéressant. Et Léa? Moi de mon côté, j'ai vraiment l'impression d'avoir toujours eu cette phobie. Il y a peut-être eu des événements en rapport avec le sang et les aiguilles. Je pense à un notamment, c'était quand j'étais petite, j'ai dû faire une prise de sang, ça m'a beaucoup impressionnée. Donc voilà, j'avais le combo aiguille et sang dans cette expérience. Mais oui, dès que je vois un peu trop de sang, ça me met pas bien et j'ai toujours l'impression que ça a été le cas. Et du coup, bah moi, j'ai pas vraiment d'élément déclencheur qui a pu, enfin en tout cas pas conscient, mais j'ai l'impression que c'est arrivé autour de mes 10-12 ans. J'aimerais bien savoir d'où ça vient, mais alors qu'il est, je n'ai toujours pas décelé le pourquoi du comment. Peut-être qu'Agathe, du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur les causes potentielles des phobies. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs causes qui sont possibles. Ça peut être par imitation, en observant des réactions de peur d'une personne proche. En général, c'est un parent. Si par exemple le parent exprime une peur extrême pour les araignées, par mimétisme, l'enfant peut avoir une peur similaire. Enfin, vraiment cette peur-là, sans même avoir vécu cette expérience-là. Il y a l'expérience traumatisante. Une personne qui est attaquée par un chien, durant son enfance par exemple, peut développer une peur intense des chiens et le cerveau va associer le stimulus, donc qui est le chien, à un danger grave et qui va créer une réponse de peur automatique. Il y a certaines personnes qui peuvent génétiquement être plus sensibles au stress et à l'anxiété, ce qui rend plus susceptibles de développer des phobies. Il y a également les associations involontaires. Si une personne subit une situation stressante dans un endroit particulier, elle peut finir par associer cet endroit avec un sentiment de peur ou de panique, comme par exemple les endroits fermés. On retrouve aussi les facteurs culturels. Par exemple, une personne vivant dans un environnement où certaines croyances superstitieuses sont prédominantes, elle pourrait développer des peurs irrationnelles en lien avec ses croyances. Et enfin, un déséquilibre dans les neurotransmetteurs comme la sérotonine ou la dopamine qui peut influencer l'humeur et l'anxiété, rendant certaines personnes plus vulnérables aux phobies. En gros, les phobies, elles sont le résultat complexe de plusieurs facteurs interconnectés, mais chaque cas est unique. Merci pour ces explications. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de, du coup, nos phobies. Et j'aimerais savoir comment se manifeste votre phobie dans votre quotidien, à la fois mentalement et physiquement. Alors, de mon côté, du coup, la phobie du sang,
quand ça se manifeste, moi, je vais commencer à faire un malaise vagal, mais sans retomber dans les pommes. Du coup, c'est, un moment bien bien stressant, donc je vais avoir très chaud, mais je vais avoir en même temps des sueurs froides, je vais avoir, le sang qui bout, donc voilà, donc je suis obligée de m'allonger par terre avec les jambes légèrement relevées pour, gérer ça, donc je sais quand ça vient, donc si jamais ça m'arrive, je sais comment le gérer aussi, toute seule, mais du coup, voilà, c'est pas facile quand ça arrive. Et mentalement, est-ce que, il y a des symptômes un peu de quand tu as cette phobie qui arrive? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis? Parfois, il peut y avoir vraiment un gros saignement et là, du coup, je panique assez facilement. Parfois, c'est beaucoup plus petit et je sais pas pourquoi ça là, mon cerveau va réagir, il y a des fois, ça va pas réagir. J'essaye de me dire que c'est rien et de toute façon, naturellement, je vais m'éloigner de la situation pour, ne pas devenir un poids à gérer également si jamais il y a eu un problème avec quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qu'il faut prendre en charge, ne pas être, un poids supplémentaire, dans cette prise en charge. Donc, Et c'est pas forcément que lié à toi. C'est-à-dire que ça peut être une situation extérieure, une personne extérieure que tu connais même pas du tout, mais du coup, tu ressens exactement les mêmes choses. Ouais, c'est ça. Si je vois quelqu'un, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un, tomber dans la rue et s'ouvrir l'arcade sourcilière, beaucoup de sang, même si du coup ça fait pas si mal que ça, ouais. et être obligée de m'éloigner et de m'asseoir par terre parce que, j'ai commencé à sentir que j'avais du mal à respirer et Mmh. cetera, et donc du coup je me suis mis un peu plus loin pour ne pas voir et ne pas, devenir un poids du coup, et voilà. Alors moi, c'est un peu particulier parce que c'est pas tout le temps, c'est au moment où on va aborder, ces sujets-là, avec des gens donc dans la vraie vie, par exemple, là, en ce moment, c'est la mode, chez mes copines d'être enceinte et enfin la mode, c'est l'âge. Quand, on va aborder ces sujets, je vais avoir tendance moi qui suis particulièrement à l'aise, qui adore la conversation, qui adore discuter, je vais être un peu plus en retrait. Je vais devoir me répéter mentalement qu'il faut que je sois présente pour l'autre et que, enfin, c'est un exercice. Sois là, sois là, sois là. Donc, je dois me le répéter. Et dès qu'on va rentrer dans la partie accouchement, si elle me raconte un accouchement ou quoi, c'est un peu la même chose que quand je vois ça dans des films, dans des séries, je me dissocie totalement. OK. Donc, en fait, je coupe la liaison entre mon corps et mon esprit. Si je regarde un film ou une série, je me cache les yeux, je me bouche les oreilles et je chante, ou je fais des bruits, pour pas être exposée au son des cris des femmes qui accouchent dans les films ou dans les séries. Et quand c'est une amie, malheureusement, bah, désolée, mais je me dissocie et je pense à autre chose dans ma tête, mais j'essaye d'écouter quand même, mais en ayant comme un brouillard qui va faire filtre entre ce qu'elle me dit et ce que moi je vais imaginer dans ma tête, pour pas avoir d'image. Ouais. Et par contre, physiquement, du coup, enfin, là, ce que tu racontes, c'est plus quand même des stratagèmes mentaux pour essayer d'éviter de penser à tout ça, etc. Est-ce que tu peux avoir des symptômes physiques comme elle peut avoir Léa, du bourdonnement ou des choses comme ça? J'ai mes oreilles qui ouais, ce bourdonnement, je sais pas si c'est ce à quoi tu faisais allusion. Oui, c'est ça, c'est Ouais. dans les oreilles et Ouais. je pense qu'en fait, c'est le sang qui bat très fort. Ouais, c'est ça. Et aussi, je vais beaucoup enfoncer mes ongles dans mes cuisses. Je sais pas, c'est une façon peut-être de rester quand même dans mon corps. Comme je me dissocie, c'est une façon de me dire que je suis là, que je suis vivante, ou je sais pas. Bah ouais, j'ai le cœur aussi qui s'accélère. Je suis dans un sentiment de peur. Enfin ouais, je ressens la peur, quoi. Ouais. C'est un peu comme une sorte de crise de panique quand même. Ouais. OK. Ouais. Et ça met du temps à partir. Quand tu as ce genre de discussion avec tes potes, tu as besoin quand même d'un temps pour revenir à toi après, quoi. Ouais, et puis en plus se mêle à ça, bah, la culpabilité, un peu ce que tu disais, Léa, je veux pas être en plus un poids à gérer, donc moi je me dis: «Purée, elle est en train de se confier, de me dire des trucs qui sont importantes». Je trouve que la grossesse, on en parle, et l'accouchement, on en parle déjà trop peu, et moi je suis cette copine qui est là en train de penser, à des marguerites et à des chansons qu'elle aime bien. Enfin, je me sens un peu, enfin ouais, se mêle de la culpabilité forcément. Et toi, Lola? Physiquement, ça va ressembler un peu à ce que tu disais, Léa, mais moi, j'ai vraiment tachycardie à fond. J'ai pas trop les bourdonnements, mais je sens vraiment des bouffées de chaleur horribles quand je suis confrontée au vomi. Donc, soit quand je sens que moi, je suis potentiellement en train d'avoir envie de vomir, ou quand je sens que quelqu'un en face de moi va avoir envie de vomir. Des malaises, franchement, ça m'est déjà arrivé de tomber dans les pommes ou d'avoir des gros, gros vertiges. Et mentalement, c'est très différent de vous parce qu'en fait, j'anticipe énormément ces situations. Donc j'ai l'impression que vous, dans votre quotidien, c'est pas quelque chose auquel vous allez penser tous les jours. Forcément, c'est plus quand vous êtes confronté à la situation que vous allez avoir ces réactions de votre corps et de votre mental. Moi, c'est vraiment, il y a une période, ça va mieux et on va en parler,
Mais il y a une période où vraiment c'était tous les matins, quoi. Je me réveillais et je me disais, ok, comment je vais faire aujourd'hui pour ne pas être confrontée au vomi? Et ça a pu m'arriver des fois de pas manger ou de pas voir certaines personnes parce que c'est des personnes qui pouvaient vomir ou justement une femme enceinte, elle peut vomir, surtout je ne vais pas la voir, tu vois. Donc voilà, pour les manifestations dans mon quotidien, moi c'est vraiment quelque chose qui à un moment donné dans ma vie avait vraiment pris toute la place et j'étais au-delà de fuir la situation quand elle arrivait, j'anticipais avant même qu'elle ne puisse arriver, quoi. C'est pour ça aussi que tu bois pas d'alcool, par exemple? Tout à fait. C'est pour ça que je bois pas d'alcool. Et maintenant, ça va mieux, donc je bois un petit peu d'alcool, mais un petit peu. Jamais plus que ce qu'il faut pour pas être malade, quoi. Moi, si je peux juste rebondir du coup sur ce que disait Marina sur les conversations, moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans une conversation où les gens parlent, par exemple, d'une opération. Donc, c'est un moment où on parlait de sang et d'aiguilles, bien sûr, et de leur demander d'arrêter. Parce qu'en fait, je suis en train de faire un malaise au moment où ils sont en train de parler, je commence à avoir les symptômes. Du coup, voilà, j'ai à peu près la même chose où je leur dis, est-ce qu'on peut changer de conversation parce que là, je vais tomber par terre, en fait. C'est vraiment fou. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, en lisant. Je lisais un livre et j'étais dans le métro et dans le livre, il y a quelqu'un qui dit et là, je me suis mis à vomir, mais c'était impossible, quoi. Vraiment, mon corps entier ne voulait plus lire la suite. Je n'ai pas terminé le livre. C'est pas du tout étonnant ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train de partager avec nous parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans le cerveau. Le cortex préfrontal est la région du cerveau qui gère les fonctions cognitives supérieures, comme le raisonnement, la prise de décision et la régulation des émotions. Dans une crise phobique, l'activité de cette région peut être inhibée ou affaiblie. Ça signifie que la personne n'arrive plus à raisonner sa peur. Elle ne peut pas se convaincre que le danger est en réalité minime, ou voire même inexistant, parce que le cortex préfrontal est déconnecté par l'intensité de la réponse émotionnelle. Elle se retrouve, du coup, submergée par la peur, sans possibilité de la modérer. Après ça, le fait de s'éloigner de l'objet de la phobie procure le sentiment de soulagement. Voilà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Et ce soulagement, il est perçu comme une récompense par le cerveau, en activant le circuit de récompense, notamment via la dopamine. Et c'est cette association entre l'évitement et le soulagement qui va renforcer la phobie. Ton cerveau, il apprend à éviter de plus en plus l'objet ou la situation phobique pour échapper au stress, ce qui rend la phobie plus résistante et difficile à traiter. Après, tu as la mémoire émotionnelle. Lors d'une crise phobique, le cerveau peut réactiver des souvenirs traumatisants associés à cette phobie, et ces souvenirs vont renforcer la réponse de peur, car le cerveau perçoit la situation comme une répétition d'un danger passé. Forcément, quand on a des phobies, on s'est déjà renseigné, enfin peut-être pas si on découvre que c'est une phobie, mais moi évidemment que j'ai déjà essayé de comprendre pourquoi, comment, et ça a du sens le fait de développer des mécanismes qui vont entretenir ce cycle-là, sinon ce serait trop facile. J'ai une phobie, il suffit que je fasse ça pour l'éviter. Ah bah tiens, elle disparaît. Bah non. Ouais. Et là, je comprends en fait après tes explications de pourquoi on reste dans la boucle. Peut-être que tu peux aussi nous expliquer ce qui se passe finalement en psychanalyse dans les phobies. On repart du classique de Freud. Lui pense que la phobie est liée à des pulsions inconscientes que la personne n'arrive pas à gérer consciemment. C'est-à-dire que ces pulsions, elles sont dites refoulées, mais continuent de générer de l'angoisse. La phobie, elle, permet à la personne d'extérioriser cette angoisse sans avoir à affronter le conflit inconscient qui en est la cause, en projetant sur un objet extérieur qui devient le symbole de cette tension intérieure. Et du coup, l'évitement de l'objet phobique devient une stratégie pour gérer cette angoisse, mais à un prix d'une limitation quand même dans sa vie quotidienne. Bien parce sûr. que stratagème. Bien sûr. Je vous propose du coup qu'on parle un peu plus de ces stratégies d'évitement justement, parce que ça nous a parlé à toutes les trois Ouais. quand Agathe vient de nous expliquer tout ça. Du coup, par exemple, Léa, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment toi ça se manifeste cet évitement dans ta vie? Par rapport aux aiguilles, typiquement, j'ai eu un moment 3 ans de retard sur le rappel de mes vaccins parce que j'avais peur d'aller chez le médecin faire des vaccins. Pareil, j'ai changé de système de contraception, mais quand je prenais la pilule, au début, j'arrivais tous les ans à aller faire le check de contrôle par prise de sang, et au bout d'un moment, j'y arrivais plus du tout à y aller, mais sachant que quand j'y allais, c'était une épreuve, la veille, je commençais déjà à stresser, etc.
C'est pour ça aussi que j'ai changé, parce que j'étais pas régulière dans ces checks et je me suis dit que c'était quand même mieux quand même de vérifier. Mais voilà, du coup, j'ai la chance d'avoir une santé de fer, mais j'ai très peur du moment où peut-être un moment, je vais me casser quelque chose, ou je vais devoir potentiellement être hospitalisée. Et là, la stratégie d'évitement, elle sera pas possible. Est-ce que des fois, tu t'empêches de faire des choses en te disant, si je le fais et que ça tourne mal, je vais devoir aller à l'hôpital et donc là, ce sera pas possible? Je pense, naturellement, je suis quelqu'un qui a un peu peur. Si la règle elle est comme ça, moi je vais suivre la règle. Ouais. Je pense qu'il y a de ça aussi si jamais je la suis pas, peut-être que je vais me blesser, peut-être que je vais me casser quelque chose, peut-être que je vais m'ouvrir. Et voilà, je pense que oui, j'ai une stratégie, même si là j'ai pas d'exemple, mais je sais que il y a certaines choses que je ne vais sûrement pas faire, de peur du coup d'avoir cette phobie qui se déclenche. Il y a des films que je vais pas aller voir. Ah oui. Parce que pour rebondir aussi sur ce que tu disais, voilà, moi je sais qu'une fois, ça m'est déjà arrivé 2 fois de sortir de la salle de cinéma, Ah ouais. parce que je supportais pas ce que j'étais en train de voir, et que j'essaye aussi dans ce cas-là de me boucher les oreilles, de fermer les yeux, et au bout d'un moment c'est pas possible, et du coup de ressortir. C'était Twilight 4. C'est vrai! Oh la scène vache! de l'accouchement justement qui m'a mis beaucoup Ah d'angoisse. oui, elle est horrible cette scène, c'est vrai Elle qu'elle est était horrible. très sanglante, et Ouais. là, voilà, j'ai fait presque un malaise dans les toilettes du cinéma. Alors moi, je pense que je l'avais pas réalisé jusqu'à très récemment. Enfin, vraiment, c'est pas tant la grossesse, enfin, c'est lié à la grossesse, mais c'est vraiment plus sur l'accouchement. Ok. Donc j'ai essayé d'aller chercher d'où ça venait, et peut-être que c'est parce que quand j'étais petite, j'avais vu une vache accoucher d'un veau en vrai. Mais j'ai l'impression que c'était même déjà là avant. Donc c'est juste une hypothèse. J'ai pas eu le sentiment que ça m'ait trop traumatisée sur le moment, mais quand même, chaque fois que j'y pense, j'ai un peu mal au ventre. Et là, j'ai vu un film récemment au cinéma, il y avait la même scène, et ben je me suis bouché les oreilles, enfin ouais, bouché les oreilles, fermé les yeux. J'ai été trop mal jusqu'à ce que à côté, ma copine qui était à côté de moi, elle me tape le bras, qu'elle me dise c'est terminé. Donc je sais pas si c'est ça. En tout cas, j'ai réalisé récemment que si j'avais saboté toutes mes relations de couple, c'est parce que peut-être, comme j'étais pas capable d'offrir une famille, d'être mère, qui est quand même l'attente principale de la femme dans la société aujourd'hui, même si on essaye de se déconstruire de ce modèle-là, il y a quand même une attente sur nous, les femmes, d'être mère et d'adorer ça et de trouver que la grossesse est fantastique, que l'accouchement, ça va. D'ailleurs, on y retourne la plupart du temps, enfin, les femmes y retournent, la plupart des femmes. Et moi, je me suis dit, mais attends, ça se trouve, la raison pour laquelle j'ai toujours détesté être en couple, c'est pas que je détestais, c'est que je sabotais pour m'éviter d'être confrontée maintenant on fait des enfants. C'est hyper fort. Franchement, c'est d'arriver à cette analyse-là. Effectivement, du coup, c'est une très très grosse stratégie d'évitement là pour le coup. Parce que, et puis je connais pas d'autres femmes parce j'ai toujours entendu ça me fait un peu peur, j'angoisse un peu, j'appréhende. Mais moi, je me suis bloquée toutes mes chances, alors que j'adorerais être mère, en fait. Ouais. J'adorerais l'idée de transmettre, mais pas que ça sorte de mon corps. Ça, pour moi, c'est inconcevable. Mais je pense aussi que dans ce que tu dis, qui est hyper fort, franchement, c'est très intense, mais je pense que les femmes, elles ont du mal à dire qu'en effet, ça leur fait méga peur, parce qu'il y a ce truc de société, une femme, voilà, elle se met pour faire des enfants, une famille, etc., ce que tu expliquais. Et donc, on va dire, j'ai un peu peur, ou ouais, j'angoisse un peu. Ouais. Alors que peut-être que leur angoisse, elle est beaucoup plus forte que ça, ou que la peur est presque amenée jusqu'à une phobie, même si elle continue à vivre. Mais je pense qu'il y a énormément de femmes qui ont très, 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 très peur d'avoir des enfants et de créer une vie de famille et de tout ça, mais que tout est un peu minimisé par peur de choquer, qu'en tant que femme, on ait peur d'eux. Bah oui, parce que les fois où j'ai pu en parler, même avec ma famille, alors aborder le sujet, même pas en parler vraiment comme on est en train de le faire aujourd'hui, mais à chaque fois on me disait, mais attends, mais on a toujours fait, enfin, les femmes ont toujours donné la vie, ça se passe bien la plupart du temps. Mais on a toujours peur d'être dans la statistique mauvaise, en fait. Il n'y avait pas d'écho à enfin, en tout cas, ça m'a jamais apaisé, ces conversations. Puis c'est naturel, Marina, tu comprends, ton corps, il est fait pour ça. Et moi, j'ai pas le sentiment que mon corps, il soit fait pour ça. Franchement, je comprends totalement. Moi, j'ai pas la phobie d'être enceinte. Enfin,
c'est pas une phobie, Ouais. mais c'est une très très grosse peur. Et honnêtement, l'idée qu'il y a un être vivant qui va grandir à l'intérieur de mon corps et qu'ensuite je vais devoir l'expulser, j'en parle pas trop longtemps parce que je vois que Marina est en train d'avoir des bouffées de chaleur. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Il y a rien de naturel là-dedans. Enfin, c'est pas parce que les femmes ont toujours fait depuis la nuit des temps que ça doit être une évidence pour tout le monde, tu vois. Ouais. Donc Si, c'est vrai naturel, que mais c'est peut-être pas digéré et intégré et encodé de la même manière chez toutes les femmes. Et moi, je sais pas ce qui s'est passé dans mon corps pour que ce soit autant rejeté. Enfin, pour que je le rejette autant, quoi. Et j'ai jamais trouvé de solution. Et aujourd'hui, ça me fait peur parce que j'ai 38 ans. Et je me dis, bah, c'est trop tard, quoi. moi, je pense que c'est jamais trop tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des solutions. Et on en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode pour se soulager de ces phobies, justement. Du coup, Marina, si ça peut te rassurer, moi aussi, la grossesse, du coup, me fait énormément flipper, mais surtout à cause du tout le suivi médical. Donc, prise de sang, piqûre, j'ai oublié comment on appelle le Le truc. cathéter? Ouais, ça aussi, enfin, c'est un enfer. Dans ma tête, Ouais. c'est... Voilà, on est ensemble. Et moi aussi, la grossesse me fait peur pour d'autres raisons, mais au final, quand t'as un enfant, quand t'attends un enfant, t'as vachement de nausées, t'as des vomissements. Et le fait d'avoir un enfant, enfin, je veux dire, un nourrisson, ça ne fait que de vomir à longueur de journée. Donc ça aussi, tu vois, c'est un truc qui me fait peur dans la grossesse et même plus loin le fait d'être maman parce qu'en fait, je vais devoir élever un être humain qui va vomir. Donc très très compliqué pour moi, tu vois. Moi, j'ai peur qu'il se blesse. Ah oui, mais je comprends. Du coup, tu fais voilà. comment, Et puis, il faut lui emmener faire ses vaccins. Si c'est moi qui fais un malaise pour moi qui fais ses vaccins, quel enfer. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, ouais. Est-ce que le fait d'avoir une responsabilité sur autrui, pas juste sur nous, parce que quand on est mère, on est, je sais pas, une espèce d'autorité suprême. Et est-ce que enfin, moi, j'ai le sentiment d'avoir connu des femmes qui, en devenant mère, ont réussi à maîtriser des choses qu'elles n'arrivaient pas avant à maîtriser. Donc, je pense que oui, mais j'en connais aussi qui n'ont pas réussi. Ah, ok. Ouais. Et c'est ça, je l'ai découvert vraiment depuis récemment, où en fait, je pense qu'il y avait une petite part de moi qui se rassurait en mode, quand je vais être parent, bah, tu vois, ça va se faire naturellement et tout. Et en fait, pas forcément. Ok. Donc ouais. Je sais pas, Léa, ce que t'en penses, mais... Moi, je me dis que potentiellement, j'arriverai à gérer sur le moment et après, je m'écroule. Mais ouais. Voilà. Peut-être... Enfin, j'ai jamais tenir été... la face et ensuite... J'ai jamais été confrontée à quelqu'un qui se coupe, par exemple, et où je suis la seule à pouvoir gérer. Je me dis que peut-être que justement, je vais dissocier à ce moment-là et aider, et qu'en fait, au moment où d'un coup, c'est bon, c'est géré, après, je m'écroule, c'est fini, mais je sais pas. Moi, j'ai jamais eu affaire à ça. Donc, j'ai espoir de réussir à dissocier et de gérer, et après, on verra. En fait, je pense que ça dépend aussi du tempérament de chacun et pas de l'importance de la phobie, mais comment vous le gérez vous aussi au quotidien. Il y a ce côté, comme tu dis, la dissociation. Je gère le danger imminent et après, dès que c'est géré, moi je redescends et là, je peux décompenser. Donc je pense que ça dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque cas est unique. Ça dépend vraiment du tempérament et de la situation aussi. Et du coup, toi, Lola, t'as mis des mécanismes d'évitement en place aussi ou Alors oui, complètement. Donc, comme j'en parlais, bah, un peu, voilà, la grossesse et tout, ça me fait un petit peu peur, mais sinon, dans le quotidien, en vrai, j'ai genre de novembre à mars, période de la gastro, je suis en PLS. Donc, je vais avoir tendance à m'enfermer chez moi, à pas sortir, genre être hyper à l'affût de chaque personne qui va me dire j'ai mal au ventre, je me sens un peu nauséeuse, tiens, j'ai eu la diarrhée hier. Hyper vigilance et vraiment essayer d'éviter ces personnes-là. T'en parlais tout à l'heure, mais l'alcool, mine de rien, c'est quelque chose que j'avais complètement arrêté à un moment parce que j'avais tellement peur de vomir à cause de ça que voilà. Il y a des phases aussi où je mangeais plus, quasiment. Des moments où j'étais tellement dans la peur de vomir que je me disais, bah, si je mange pas, je vais pas vomir. Ce qui, en plus, est faux, je le sais maintenant, mais on peut vomir de la bile, donc ça ne marche pas. Et c'est vrai que moi, plus dans ma phobie, il y a beaucoup le fait que les autres soient malades. C'est-à-dire que moi, j'arrive un peu à savoir quand je vais être mal ou éviter que moi, je sois malade. Et par contre, que les autres soient malades, en fait, on ne sait jamais. Et donc, pendant un long moment, ça s'était transformé un peu en une claustrophobie dans le sens où j'avais peur d'être enfermée avec des gens dans un lieu où si quelqu'un était malade, je sois coincée. Donc, genre, les transports, quelqu'un qui vomit entre deux stations, ma pire phobie. L'avion, toujours peur de prendre l'avion parce qu'en fait, j'ai pas peur de l'avion. J'ai peur que quelqu'un soit malade dans l'avion et que je sois donc coincée avec cette personne dans l'avion.
Et donc, du coup, ouais, les stratégies d'évitement, moi, c'est toute ma vie. Et ça a fait que s'intensifier au fur et à mesure où ça devenait des trucs de plus en plus handicapants, comme tu disais tout à l'heure, à quel prix finalement ces stratégies d'évitement, parce que ça m'a empêché de voilà, enfin aujourd'hui, personne ne me fera monter sur un bateau. Je veux dire, le mal de mer, c'est quand même un truc qui est archi courant. Je ne veux pas mettre les pieds sur un bateau juste à cause de ça, quoi. J'enchaîne sur une autre question. Est-ce que vous avez l'impression que votre phobie, elle a évolué au fil du temps? Est-ce qu'il y a eu des phases différentes? Est-ce que vous avez l'impression que aujourd'hui, par exemple, elle est différente qu'il y a 10 ans, 20 ans ou même quand vous étiez plus jeune? Bah moi, ouais, c'est ce que j'avais commencé à expliquer au début de cet échange. Quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était normal parce que c'était lié à mon âge. C'était pas une envie attendue à 16 ou 17 ans d'être mère. Donc pour moi, c'était tout à fait normal. Et je m'étais dit, à 25 ans, tu verras, c'est différent. Parce que t'as fini tes études, t'es grande. Et je me souviens que, alors j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, de mon adolescence, j'ai comme oublié vachement de choses, mais par contre je me souviens le jour de mes 25 ans, j'étais en couple en plus, et je me suis rappelée de ce jour-là, et parce que j'étais en couple, donc il y avait tout le temps la relance habituelle de la famille, alors les enfants, tout ça, et moi je me suis dit, ah non, mais en fait c'est mort quoi, je suis toujours pas prête, et puis en fait comme les temps changent, bah, on me disait oui c'est normal 25 ans, profitez, amusez-vous tous les deux. Donc je me sentais un peu coupable de pas de pas passer au-delà de cette peur. J'ai eu 30 ans, c'était encore pire. En fait, je pense qu'avec le temps, plus on vieillit, plus on prend de l'âge, le rapport danger-mort ou le rapport au temps, enfin il y a un truc particulier qui, peut-être que t'en parleras mieux que moi, mais en tout cas on a plus peur de la mort, donc fatalement ma phobie elle s'est accentuée, et là aujourd'hui, mais je peux plus, et pourtant j'ai essayé de travailler dessus, j'ai essayé de faire des thérapies, j'ai essayé plein de choses, et il n'y a rien. C'est vraiment la meilleure métaphore qui me vient, c'est une prophétie que j'ai, et qui est si je donne la vie, je perds la mienne. En fait, ma phobie, elle est liée à s'il y a un enfant qui va sortir de mon corps, moi, je disparais, quoi. Mais du coup, tu disparais physiquement? Je ou meurs. Ah ouais. Ouais. Et quand j'étais plus jeune, je me disais pas ça. Je me disais juste, ah, mais c'est horrible. Mais comment ça? Il y a un truc qui sort d'entre nos jambes. Mais aujourd'hui, c'est la mort, quoi. Si je porte la vie en moi, c'est magnifique, c'est tout ce que tu veux, alors que j'ai envie d'être mère, donc c'est un peu emmêlé, c'est un peu mais en même temps, je suis comme si c'était une pensée qui était tellement vraie que c'est une prophétie. C'est pour ça que j'emploie ce mot-là. Que si je donne la vie, eh ben, je perdrai la mienne. Mais c'est pas genre je perds ma liberté, je perds mon quotidien, tout ça, ça me fait pas tant. Enfin, je sais pas si ça me fait peur, ou je sais pas en fait si c'est une peur qui dissimule cette peur-là, j'en sais rien. Mais vraiment, je me dis, j'ai trop peur de moment de l'accouchement de mourir, quoi. Comme une sorte de fatalité, quoi. Ouais, c'est... Pardon, je perds beaucoup de sang. Enfin, tu vois, tout un tas de trucs qui me paralysent, et je trouve ça trop triste parce que je peux pas réaliser mon souhait, en fait, de faire une famille. Encore une fois, c'est hyper puissant ce que tu racontes, hein. Vraiment, c'est fou d'avoir autant de lucidité sur ce qui se joue en fait à l'intérieur de toi, quoi. Ouais, parce que j'y ai beaucoup réfléchi aussi, j'ai cherché des solutions. Je me suis dit, c'est pas possible, quasiment tout le monde le fait. En fait, j'ai pas un exemple autour de moi d'une femme qui s'est dit, ok, j'ai envie d'être mère, mais je veux pas Accoucher. Je veux pas accoucher, quoi. Tout le monde, toutes les femmes de mon entourage ont surmonté cette angoisse ou cette peur-là. Et moi, jamais. Et t'as l'impression qu'en vieillissant, c'est devenu de pire en pire. Ah ouais. Parce que la connexion que j'ai faite, c'est la mort. Moi, c'est totalement l'inverse de toi. Avant, c'était pire. Je dirais que de enfance à peu près 15-16 ans, ça allait, c'est monté crescendo. De mes 16 à mes 25 ans, horrible. Vraiment, c'était de pire en pire. J'arrivais plus à vivre. Enfin, vraiment, c'était atroce. Et maintenant que j'ai travaillé sur moi, j'ai fait aussi une thérapie, on en parlera après un peu de toutes les solutions qu'on a mises en place, ou pas d'ailleurs, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai moins peur que les autres vomissent, c'est plus moi. Quand je sens que je vais être malade et tout, j'ai toujours ces symptômes physiques, etc. Mais je dirais quand même qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui m'empêche de vivre. Léa, toi, c'est comment l'évolution de ta phobie? Moi, je dirais que c'est moins pire qu'avant.
Disons que du coup, parfois, enfin, vu que c'est souvent quand même lié au médical, ma phobie, ça, je sais que par moment, je vais pas avoir le choix. Donc je me dis, ok, maintenant j'y vais. Et du coup, on en parlera après, mais moi aussi, j'ai quelque chose qui a réussi un peu à m'aider. Et typiquement, donc, j'avais 3 ans de retard dans mes rappels de vaccin. Je les ai faits. Waouh, bravo. Mais voilà, et pareil, alors le dentiste, c'est une autre peur un peu parce que j'ai une mauvaise expérience, mais quand on fait des anesthésies, ça inclut une aiguille dans la bouche en plus, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais j'ai réussi l'année dernière à aller chez le dentiste, voilà, pour faire juste un détartrage, mais déjà ça, c'était devenu compliqué à cause de aiguilles, etc. Donc voilà, ça va mieux. Je sais que j'arrive à plus me forcer. Ce qui est important aussi dans ta phobie, c'est que tu es forcément dans une vulnérabilité. Puisque quand tu te retrouves forcément à faire des tests médicaux, etc., tu es déjà dans une vulnérabilité, donc ce qui va peut-être accentuer aussi ta phobie. Ouais, non, clairement. Et je pense que j'ai aussi un problème un peu avec le médical. Où, du coup, vu que je suis très peu malade et que, enfin, vraiment, je me suis jamais rien cassé, rien. Du coup, j'ai un peu une appréhension sur ça. Et c'est les sujets qui me font le plus peur. C'est du coup lié à ça. Mais aussi, j'assume, enfin, en grandissant, moi, du coup, je m'assume plus et je sais que si j'ai besoin d'aller chez le dentiste ou chez le médecin avec une peluche pour que ça me rassure, j'ai aucune honte à le faire. Et du coup, à chaque fois, je préviens, je dis, non, par contre, je préviens, j'ai vraiment très peur de ça et tout. Fait, du coup, moi, ça m'en libère déjà un peu et souvent, les personnes du coup médicales savent que ça me fait flipper et un peu plus doux avec moi, etc. Enfin, voilà, et j'assume plus voilà, le fait d'être devenue une adulte. Fait que je vais chez le dentiste avec une peluche, mais j'en ai pas du tout honte parce que je sais que ça me permettra de surmonter ça. C'est trop bien. Ouais, Bravo. c'est trop Franchement, bien de bravo, réussir ouais. à passer au-delà de cette honte. Bon, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas eu besoin de faire de prise de sang, mais je sais que dans ce cas, je me ferai forcément accompagner parce que une prise de sang signifiait chez moi directement un malaise à la fin. Donc j'ai besoin de pas être seule, mais j'ai pas honte à aller demander du coup de l'aide là-dessus. Léa, du coup, je me permets de te poser la question, mais donc tu es une femme comme nous toutes, et forcément, donc tu as tes règles. Comment ça se passe la vue du sang dans ces moments-là? Assez étonnamment, bah, il se passe rien. Je pense que c'est vu que c'est pas une blessure, je le vis pas du tout de la même manière. Enfin, ça n'a jamais été un problème, vraiment. Enfin, là, je le gère de manière tout à fait normale. Ok, donc en fait, c'est vraiment ta phobie, elle est liée au sang quand il y a quelque chose qui va pas, quoi. Quand c'est quelque chose de pas normal. C'est ça, quand il y a une blessure, et je pense que du coup, mon cerveau fait un raccourci, on saigne, on va mourir. Et c'est fou parce qu'en fait, je pense que Marina, du coup, tu l'as dit tout à l'heure, que toi, c'est vraiment le fait de je vais avoir un bébé, je vais mourir. Et moi, quand je suis en train de vomir, j'ai aussi l'impression que je vais mourir. Et c'est ça qui est horrible, c'est cette sensation que t'as l'impression que tu maîtrises plus rien et tu vas crever. Et donc finalement, bah, toutes nos phobies, elles se rassemblent en un point, c'est qu'en fait, c'est la peur de mourir finalement. Enfin, en tout cas, la peur d'arriver à une situation qui va nous faire mourir, quoi. Ouais, ou alors par rapport à ce que tu disais Agathe au début de l'épisode, est-ce que nos phobies, c'est pas justement une loupe ou un prisme sur notre peur de mourir? Et comme on a peur de la mort et qu'on a mal intégré cette notion et que c'est un peu dur d'accepter l'idée qu'on va mourir, est-ce qu'on cristallise pas cette peur-là sur des choses? C'est en effet ce que le cerveau met en place. Ouais. De mettre quelque chose qui n'est pas le problème de fond. J'aime pas les mots problème, mais c'est pas la source véritablement. Donc derrière, là, vous avez tout évoqué la même chose qui est la peur de la mort. Est-ce que derrière, en effet, il n'y a pas eu, avec tout ce qu'on a évoqué d'événements qui peuvent être liés à soi, mais aussi liés à quelqu'un d'autre de proche, etc. Chaque cas est unique, mais en effet, si on décortique et qu'on va un petit peu plus loin, il y a peut-être ce sujet-là de la mort qui peut être prédominant chez tout le monde, avec des sujets forcément différents. C'est marrant parce que moi, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir peur de la mort. J'ai peur, j'en parle d'ailleurs dans l'épisode sur l'anxiété, j'ai peur de la souffrance avant la mort. Mais je suis pas sûre d'avoir peur de mourir, donc c'est intéressant enfin, la façon dont tu en parles. C'est peut-être que c'est vraiment hyper refoulé chez moi, cette peur-là, puisque j'en ai absolument pas conscience, quoi. Et peut-être que c'est pas ça. Et peut-être que c'est pas la mort, la véritable mort. Peut-être qu'il y a la mort de quelque chose. Tu vois, en fait, c'est tellement unique. Et si on va pas en profondeur, on peut pas véritablement savoir ce qui se cache derrière. Mais il y a ça qui est là. Après, on en fait ce qu'on en fait et on travaille et on décortique, etc.
mais ça peut être un sujet. Et en effet, tu me dis, c'est la peur de souffrir avant la mort. Ouais. La mort est toujours présente. Quand je vomis, je souffre. Ouais, complètement. Voilà, je vais pas faire une interprétation de ce que tu dis, mais Ouais. c'est parce que là, tu viens de me poser la question. Mais peut-être, en effet, creuser Sur la souffrance. sur la souffrance. Ouais. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi de souffrir? Dans tout ce que vous évoquez la souffrance aussi, Ouais. le fait de souffrir. Complètement. C'est pas le fait de porter un bébé, c'est le fait de l'accoucher, Ouais. de souffrir de Ouais. ce truc-là, et de tellement souffrir et d'en aller jusqu'à Mourir. Ouais. Et toi, la souffrance, elle est tellement importante que il y a le sang, il y a les aiguilles, il y a tout ça, la maladie. Enfin, tu vois. Et est-ce que quand tu es malade, tu souffres, etc., etc. Donc il y a peut-être aussi la souffrance. En fait, mais il faut décortiquer. Bien sûr. Comment le vivent vos proches, votre entourage déjà? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que vous avez déjà eu des discussions avec eux sur ce que vous vivez au quotidien ou pas au quotidien d'ailleurs? Moi, ils ont pas conscience que c'est une phobie parce que je l'ai jamais verbalisé de cette manière, j'ai jamais employé ce mot-là. Ils ont l'impression que c'est un choix. Bah, Marina, elle a pas d'enfant parce qu'elle a envie d'être libre, elle a envie de voyager, elle a envie de faire d'autres choses. Et c'est pas de leur faute, c'est juste que je leur ai jamais dit la vérité parce que pour moi, j'en avais honte, je culpabilisais, j'essayais de trouver moi-même des réponses à des questions qui étaient même pas des questions, qui étaient même pas des questions, mais qui étaient juste un besoin de comprendre ce qui se passait. Donc quelque part, je leur reproche un peu de pas comprendre, mais parce que en réalité, j'ai jamais verbalisé ça comme une phobie. J'en ai parlé à mes parents la dernière fois parce que comme je faisais une thérapie, la personne qui me suivait m'a demandé de leur en parler pour chercher des réponses. Est-ce que j'aurais pas mal vécu la grossesse de ma mère? Donc j'en leur en ai parlé et je pense qu'en réalité, comme toutes les phobies, quand on ne le vit pas, c'est hyper difficile de comprendre. J'arrive plus facilement à en parler à mes amies. Elles comprennent. Mais ma famille, ma mère, si, elle comprend parce qu'elle a vécu la grossesse et qu'elle l'a pas vécu super bien. Après, ouais, j'ai le sentiment qu'il y a, comme c'est tellement naturel de donner la vie, il y a un refus de comprendre. Moi, mes proches, je leur ai assez rapidement dit que j'avais une phobie du vomi, mais personne comprend parce qu'en fait, tout le monde est un peu dégoûté par le vomi. Donc c'est en mode, ah, c'est bon, arrête d'abuser, nous aussi, on n'aime pas nettoyer le vomi, machin. Et en fait, ils comprennent pas à quel point ça a pu avoir un impact sur ma vie, à quel point j'ai anticipé les situations de vomi, etc. Et j'ai un souvenir, par exemple, de ma petite sœur qui avait l'impression que je m'échappais à chaque fois qu'il y avait des situations où il fallait nettoyer du vomi ou des trucs comme ça. Et vraiment, elle me croyait pas, quoi. Elle pensait vraiment que j'abusais. Jusqu'au jour où elle m'a vue en pleine crise d'angoisse, étant confrontée à du vomi, et où elle a vu, quoi, que je tremblais de tout mon corps, que j'étais en train de pleurer, que vraiment c'était incontrôlable. Et ce jour-là, elle m'a dit, putain, mais c'est la première fois que je te crois, quoi. Elle était choquée de ma réaction. Et je pense que du coup, peut-être que c'est la seule personne aujourd'hui qui vraiment me croit et qui vraiment comprend ma phobie, parce que du coup, elle l'a vue en action. Mes parents, je pense qu'aujourd'hui, ils ont toujours pas conscience de à quel point ça a pu impacter ma vie. Et mes potes, ils savent. Pareil, je pense pas dans toute la mesure que ça prend, mais en vrai, j'en parle souvent. Léa, attendez la preuve. C'est une des premières discussions qu'on a eues avec Léa quand on s'est rencontrés. Les gens savent, mais comme tu dis, tant que tu le vis pas, t'as du mal à comprendre l'autre, quoi. T'as du mal à être autant empathique que ce que la personne a besoin que tu le sois. Moi, j'ai pas de honte à en parler parce qu'en même temps, je pense que c'est une peur qui est finalement un peu plus courante que les vôtres et un peu plus répandue. Donc, moi, je sais que j'ai plutôt tendance à prévenir. Alors, mon copain, quand je me suis mis en couple avec lui, c'est un des premiers trucs que je lui ai dit. Ah parce que je ouais. lui ai dit, si jamais un jour ça arrive, il faut que tu comprennes ce qui est en train de se passer. Juste, c'est que, voilà. Une fois, il m'a retrouvée allongée dans la salle de bain parce que je me sentais pas bien. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, bah, c'est ça. D'accord. D'accord, mais voilà, moi j'ai pas de problème. En fait, mon père a un peu une phobie similaire, hein, mais je l'ai jamais vu en action, donc je sais pas si ça a pu avoir un impact ou quoi. Mais je sais que lui aussi a peur des aiguilles, du sang, c'est pas trop son truc. Donc dans ma famille, enfin, ils comprennent assez facilement. Les potes, c'est un peu plus compliqué. Je sais que ça, mais moi je n'hésite pas à dire est-ce qu'on peut changer de sujet, mais j'ai déjà arrivé de ah non mais attends, on finit juste et je fais non en fait, là ça va vraiment pas quoi. Ouais. Ça dépend des personnes. Mais moi c'est un sujet que je sors assez rapidement. Juste pour prévenir aussi en cas de problème. C'est vrai, moi aussi, maintenant que tu le dis, tous mes ex et même mon mec actuel,
Genre, c'est un des premiers trucs que je dis en mode, si jamais je dois vomir, faut que tu sois là. Si jamais tu dois vomir, surtout tu ne me le dis pas et tu mets genre à fond l'eau dans les toilettes pour pas que j'entende. Enfin, c'est vrai que c'est un truc aussi, je préviens. Et même mes potes, en vrai, genre tous ils savent parce que c'est vrai que je leur ai tous dit, genre, s'il te plaît, tu vomis pas devant moi et si t'es malade, je veux pas le savoir parce que sinon je vais psychoter, quoi. Et toi, du coup, c'est un truc dont t'as parlé avec tes ex ou pas vraiment? Bah non, justement, et j'aurais aimé à ces moments-là, les quelques relations que j'ai eues, qui étaient, j'en ai eu 2 où je me suis posé la question d'avoir des enfants, et je suis quasiment persuadée que si j'avais eu conscience de ce dont j'ai conscience aujourd'hui, que c'est une phobie de l'accouchement, j'aurais pu éviter les fins tragiques que ces 2 histoires ont eues en fait, parce que je trouvais n'importe quelle autre excuse pour saboter le couple, pour saboter la relation. Mais vraiment, enfin, ça n'avait pas de sens ce que je faisais. On était très heureux, on aurait pu surmonter les choses qu'on traversait. Enfin, il y avait rien qui aurait amené une rupture. Et maintenant, avec un regard rétrospectif, je suis sûre que c'est ça en fait, parce que le moment de la relation amenait vers des discussions de bon bah là. Et j'en avais pas conscience, ou alors je voulais pas me dire que c'était ça, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, ouais, je suis encore dans le rejet un peu du couple, parce que j'ai pas fait la paix avec ça. Ou alors je vais dire, ah, je veux pas d'enfant, moi. Mais c'est pas vrai, en fait, c'est pas ça la vérité. Aujourd'hui, t'as quand même l'impression que si tu rencontres quelqu'un, tu vas lui en parler. Bah, c'est ça, je sais pas. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un que je connais pas? Au fait, j'ai peur de l'accouchement. Enfin, il va me dire, ok, mais on se connaît pas. Donc, tranquille. Enfin, tu vois, c'est quoi le bon moment pour dire ça? Ouais, je vois ce que Donc, tu veux dire. à la limite, moi, mon rêve, c'est de rencontrer un homme qui a déjà des enfants et avec qui c'est ok, tu vois, mais je sais pas, j'ai pas encore de réponse. Très clair. Est-ce que vous êtes OK pour partager une anecdote qui vous est arrivée avec votre phobie? Je peux commencer si ça vous va. Ouais. Quand j'étais petite, on était en voiture avec ma petite sœur. Ma sœur, elle était souvent malade. J'ai pas beaucoup de chance, mais en fait, elle vomissait tout le temps. Après, elle vomissait très propre, mais elle vomissait quand même. Et on était en voiture, et je pense qu'on était soit sur le périph', soit sur l'autoroute, mais en tout cas, on roulait vite. Et en fait, quand elle a vomi, j'ai ouvert la porte. Je me suis vraiment pas posé la question, et je voulais juste m'échapper de la voiture. Évidemment, bah, j'ai refermé la porte tout de suite parce que c'est pas comme si j'allais sauter en route. C'est un réflexe. Mais voilà, Ouais. anecdote, anecdote dangereuse, c'est clair. Et du coup, moi, j'ai déjà raconté celle avec Twilight où j'ai dû sortir de la salle parce que la scène m'a mis vraiment mal, mais ça m'est arrivé avec une autre œuvre qui était Harry Potter 5, où je lisais ça un matin et il y a le moment où il se fait punir par ombrage et où il doit écrire une punition avec son sang et que ça se marque sur sa peau. Et là, vraiment, je me suis sentie pas bien. J'étais chez mes parents, j'ai dû aller les voir en mode je vais m'écrouler là, ça va pas du tout. Voilà, Harry Potter 5. Donc, Après toi, voilà. Du coup, j'ai eu du mal à regarder le film parce que j'avais un peu peur de cette scène. Ah oui, appréhendé. Voilà. Et du coup, en vrai, je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça et j'ai pas regardé la scène. stratégie d'évitement, encore une fois, d'évitement, mais voilà. ça marche. Je hein, ferme sur un les court yeux, terme. la tête devant les yeux. C'est un peu moins dans. Mais tu vas quand même regarder le film. Ouais, c'est Même bien. si tu sais que tu as la scène et que tu évites cette scène, mais tu vas quand même regarder le film. Alors moi, c'est pas vraiment une anecdote, un peu, enfin, vous me direz, mais j'ai inventé un mensonge, enfin, pas vraiment un mensonge, mais je me suis inventé à moi et j'ai dit aux autres. Désolée pour ceux qui écouteront ça, c'était pas la vérité, mais j'ai inventé que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Ah ouais? Ouais. Et vraiment, j'ai eu une impression, je sais pas d'où ça vient, mais on me disait pourquoi t'as pas d'enfant, pourquoi tu fais pas d'enfant, mais attends, t'es prof, en plus t'adores les enfants, t'adores les ados, dès qu'il y a un enfant dans la pièce, c'est vers toi qui va, t'as vraiment le truc, t'es une super tata, tout est là. Et moi je disais ah ouais mais moi je peux pas avoir d'enfant en fait, je suis stérile. Et je sais pas pourquoi j'ai inventé ça, mais je l'ai inventé et je m'en suis convaincue. Et un jour je suis allée faire des examens parce que on soupçonnait de l'endométriose. Donc, la femme qui m'a fait passer l'examen, elle m'a dit est-ce que, enfin, c'était une échographie pelvienne, elle m'a dit est-ce que vous êtes en couple, vous utilisez un moyen de contraception? J'ai dit non, pas du tout. Elle me dit ah, vous essayez d'avoir des enfants? Et j'ai dit bah non. Et elle me dit vous voulez savoir un peu où vous en êtes, vu que j'avais plus de 35 ans, donc et elle me dit ah bah en tout cas vous avez plein de, je crois qu'on dit des follicules. Ouais.
Elle m'a dit bah top, trop bien, là vous avez ovulé à droite, donc voilà quoi. Et là je me suis dit ah mais en fait je peux avoir des enfants, genre ça va dans mon corps, alors que je m'étais persuadée que je pouvais pas en avoir, et j'avais dit ça à plein de gens et notamment à mon copain avec qui j'étais en couple et qui m'avait dit ah mais t'es sûre que tu veux pas d'enfant, vraiment ce serait chouette qu'on fasse une famille. Moi je lui avais dit bah non je peux pas en fait, mon corps il peut pas concevoir quoi. Voilà mon anecdote. C'est fou, c'est hyper intéressant. C'est fou parce que même toi, du coup, t'as fini par te persuader de ça et t'as été surprise des résultats quand on t'a dit qu'en fait, tu pouvais totalement en avoir. Ouais, mais j'ai tout inventé en fait. Et je sais pas pourquoi. Moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est que pour ne pas avoir à te justifier et ne pas avoir à raconter ta phobie, tu t'es dit finalement, c'est le mensonge qui passe le plus crème, parce qu'en fait, qu'est-ce que les gens ils peuvent dire à ça? Tu peux pas avoir d'enfant. Fin de la discussion, tu vois. Je vais pas essayer de négocier avec toi, de te convaincre de quoi que ce soit, puisqu'en fait, tu ne peux pas en avoir. Donc, ouais, en mais fait, ça, c'est pour les autres. Après, moi, j'étais convaincue de ça. Je me protégeais pas. Enfin, tu vois, j'aurais pu... Enfin, il m'est jamais rien arrivé pendant 2 ans. Ouais. Non, rien. Et c'est quand la dame, elle m'a dit avec son outil, là, ah, bah là, il y a plein de follicules. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que des follicules, déjà? Enfin, donc, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, bah oui, on fait ce genre d'examen après 35 ans parce que c'est plus difficile de concevoir. Mais alors, vous, tout va bien. Sachez que le jour où vous avez envie d'essayer, j'étais là, waouh! Une surprise, quoi. Et encore une fois, le cerveau est bien fait. Tu étais tellement persuadée que c'était pas possible, que pendant 2 ans, tu ne t'es pas protégée et aucunement. Non. Et tu es tombée enceinte ou tu as fait un déni de grossesse ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose du coup pour guérir de cette phobie? Donc Marina, si tu veux commencer, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure. J'ai fait 2 thérapies avec 2 personnes différentes. Donc une thérapie plutôt classique et une autre de MDR. J'étais hyper sceptique parce que je suis quelqu'un de très pragmatique. J'ai besoin de croire aux choses, mais je crois en pas grand-chose. Donc je suis arrivée très sceptique. Elle m'a dit il s'agit pas de croire, il s'agit d'avoir envie de le faire. Donc je l'ai fait. Et donc c'est là où elle m'a parlé peut-être d'un héritage transgénérationnel, où elle m'a fait rechercher si dans les femmes de ma famille, il n'y avait pas eu une personne qui était morte en couche, vu que c'est vraiment de ma phobie. Il s'avère que oui, peut-être, mais moi, je ne savais pas. Je ne sais pas trop, honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas dire si c'est de là dont j'hérite cette phobie ou pas. En tout cas, j'ai entrepris ces 2 thérapies qui m'ont pas du tout aidée au final parce que j'ai pas... Elles m'ont aidée sur plein d'autres choses. Hein. Je dis pas que ça m'a servi à rien, mais sur ce point-là, ça m'a pas créé de déblocage. Et en réalité, j'ai écouté plein de podcasts et de trucs en lien, mais pas en lien direct. C'est-à-dire que je suis pas allée chercher des femmes qui avaient la phobie de l'accouchement, mais plutôt des femmes qui faisaient autre chose que d'être mère. Donc j'ai contourné aussi. C'était sur la solution en fait. Ouais, exactement. Sur l'échappatoire plutôt que d'être directement dans le... Ouais, c'est ça. Je voulais pas tellement solutionner mon problème, mais plutôt éviter une fois de plus. Et tu serais ouverte aujourd'hui à retenter une autre forme de thérapie ou... Je sais pas trop. J'y réfléchis, mais je suis plutôt sceptique. Léa, t'as fait des choses, toi? Moi, j'ai fait une seule chose, j'ai fait quelques séances d'hypnothérapie, où pour le coup, ça m'a un peu aidé déjà à rechercher des causes. Donc, normalement, on me disait que c'était la nuit que j'allais rêver des choses, alors que c'était plutôt à la fin de séance où d'un coup, j'avais des flashbacks qui me revenaient d'événements, et je me disais, ah oui, ça peut être une cause et tout. Donc, j'ai retrouvé certaines causes. Après, est-ce que ça m'a vraiment aidé? Je pense que ça m'a permis elle m'a expliqué des techniques de respiration, donc c'est ce que j'ai un peu essayé de faire quand j'ai typiquement été me refaire vacciner, ce genre de choses. Donc, j'ai réussi à passer certains caps. Je pense que j'ai un peu moins de mal dans les films où il y a du sang, si c'est un peu de manière grossière, si c'est un peu, je sais pas, une opération par exemple, je vais toujours pas du tout aimer, mais j'ai l'impression que ça a un peu amélioré. Mais après, j'ai dû arrêter parce que les horaires collaient plus du tout et j'ai pas repris. Donc peut-être que si j'avais été Jusqu'au bout. jusqu'au bout, c'est ça, ça aurait vraiment, enfin, en tout cas, pu calmer le truc un peu plus. Mais du coup, voilà, moi, c'est l'hypnothérapie. Bah, moi aussi, j'ai fait de l'hypnothérapie et contrairement à toi, moi, ça a changé ma vie. J'ai fait une première séance où j'ai commencé à sentir qu'il y avait déjà du changement. Et après la deuxième séance, mais j'étais une autre personne, quoi. Et pour le coup, je vous ai dit que j'ai encore très peur de moi vomir. Mais avant, ma phobie que les autres vomissent, elle était énorme.
Et pour le coup, d'avoir fait l'hypnothérapie, ça m'a complètement enlevé cette phobie, quoi. Maintenant, je suis plus du tout dans l'anticipation. Je suis en mode, bon, bah, si quelqu'un vomit devant moi, on verra. Mais au moins, j'y pense plus toute la journée, j'y pense plus matin et soir, et je vis plus avec la boule au ventre, quoi. Et ensuite, j'ai fait aussi une thérapie qui, je pense, m'a aidée sur mes angoisses. L'anxiété, les phobies, c'est très relié. Donc, je dirais que depuis que j'ai fait ma thérapie, vu que j'ai un peu moins d'anxiété, j'ai moins de phobie. Mais dès que les crises d'anxiété reviennent, je sais que je focalise encore sur ma phobie. Et je me permets du coup de te demander, Agathe, si toi, tu as des solutions à nous présenter pour justement guérir, entre guillemets, d'une phobie, enfin, aller mieux en tout cas. On a un peu évoqué le type de thérapie qu'on peut faire. Avant toute chose, je veux juste redonner la définition du coup de l'EMDR parce que tout le monde ne C'est connaît vrai, pas. c'est vrai. C'est une thérapie du coup qui aide à surmonter des souvenirs traumatisants en faisant des mouvements oculaires ou encore en stimulant le cerveau des deux côtés. Et ça permet de mieux digérer les émotions liées à ces souvenirs. Moi, des conseils que je peux donner, alors, c'est d'aller doucement, d'aller à son rythme et surtout de s'écouter. Forcément, quand on va voir quelqu'un ou quand on met les mots sur quelque chose, on a envie que ça aille vite. Mais écoutez-vous et prenez votre temps. Parce que surmonter une phobie, ça prend du temps. Fixez-vous des petits objectifs, step by step, et faites-vous accompagner. Peu importe le thérapeute, en fait, faites-vous accompagner. C'est essentiel pour vous aider à surmonter. Après, il est possible de guérir d'une phobie avec des approches thérapeutiques. Bon, on a évoqué le MDR, il y a les TCC aussi, thérapie cognitivo-comportementale, qui aide à changer les pensées et les comportements dits négatifs pour mieux gérer ses émotions et résoudre les problèmes. Elle se base un peu sur l'idée que ce que l'on pense influe sur ce que l'on est, enfin ce que l'on fait et ce que l'on ressent. Il y a la psychanalyse, bien sûr, les techniques de relaxation, on l'a évoqué, l'hypnothérapie, etc. sont des techniques qui peuvent vraiment bien fonctionner. Qu'est-ce que tu penses de la confrontation? Je sais pas si on en a parlé, mais c'est vrai que moi, mon psy, il m'a vachement poussée à me confronter en fait à mes phobies. Et en fait, justement, pour casser le cycle dont tu disais, tu vois, récompense, etc., quand on fuit, pour casser ce truc-là, il faut confronter sa phobie. Donc peut-être, Marina, que toi, c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que plus je suis confrontée aux phobies et plus je vois que tout va bien, que je ne meurs pas, quand il y a quelqu'un qui vomit à côté de moi, ça atténue un peu la phobie. Est-ce que on atténue la cause ou la conséquence? Donc, en effet, d'être confronté à l'objet extérieur permet d'atténuer certains. Mais la cause, on la connaît pas encore. Oui, Donc, c'est vrai. mais en thérapie, on confronte aussi. C'est-à-dire qu'on est amené en tant que patient à revivre des événements traumatiques qui peuvent nous amener à être phobiques derrière, à avoir une névrose phobique. Donc, on le revit aussi sur ce qu'on appelle le divan, nous, en psychanalyse, mais on le revit sur le divan. Et ça permet aussi de la visualiser différemment, de la mettre peut-être aussi un peu à distance, de mettre du coup au conscient ce qui se passe inconsciemment derrière. Et parfois, ce n'est pas une chose, c'est une multitude de petits traumas qui vont faire que on vit quelque chose qui peut devenir insurmontable pour le cerveau. Marina et Léa, est-ce que vous avez peut-être un conseil, vous, pour les gens qui souffrent de phobie? Donc, au-delà, évidemment, de aller vous faire aider. Je pense que Agathe est assez formelle sur le sujet et c'est vrai que même moi, pour l'avoir vécu, l'hypnothérapie et la thérapie, ça m'a vraiment soulagée. Est-ce que vous auriez, peut-être un conseil pour les gens qui nous écoutent? Quand on remarque ça chez nous, de s'y confronter. Parce que moi, je l'ai évité longtemps. Et je sais que ça m'a fait du bien, même si j'en suis pas sortie puisque j'ai pas passé le cap, comme toi tu disais, enfin comme tu partageais par rapport à ton expérience. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi je sabotais par exemple mes relations amoureuses et toute seule en fait. Ça vraiment, je suis arrivée à cette conclusion toute seule parce que justement pas avoir peur d'adresser la chose, ne serait-ce que par sincérité envers nous-mêmes. Et après, comme ce que tu disais Léa, de le communiquer aux autres pour qu'on puisse se représenter avec cette partie de nous aussi, cette facette de nous, mais dans le tout conforme avec les autres autour de nous.
Et moi, du coup, c'est ça. Enfin, je dirais qu'il faut pas hésiter à en parler avec des gens avec qui on se sent en confiance, pas forcément n'importe qui. Mais ça va permettre aussi, je pense, d'ouvrir la communication, potentiellement, d'avoir des ah ben moi je vis pas ça, mais par contre je vis une autre phobie, un peu comme la conversation qu'on avait eue toi et moi Lola au tout début, où en fait on s'est retrouvés sur certaines choses. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul dans cette situation, même si c'est pas exactement les mêmes symptômes et tout. Et je pense que déjà, voilà, ouvrir la parole dessus, ça permet de mieux l'accepter et après de lancer justement un processus de guérison, tentative de guérison en tout cas. Ayez confiance. Si vous vous sentez pas en confiance, ça ne change rien. Changez, essayez, expérimentez, persévérez. Oui, il y a forcément quelqu'un qui va pouvoir vous aider, à vous accompagner là-dessus. Merci beaucoup les filles pour tous ces conseils et globalement pour l'épisode en lui-même. Je vais vous poser la dernière question de cet épisode, qui est la question phare du podcast. Quel sujet aimeriez-vous entendre sur le podcast? Alors moi j'avais 2 idées. Bah, déjà la grossesse, la prise de position par rapport à avoir des enfants ou non et qu'est-ce qui motive ce choix-là. Et l'autre idée que j'avais, mais qui était un truc hyper égoïste et personnel, c'était sur les amitiés entre les femmes. Un sujet qui me passionne. J'ai réfléchi aussi au sujet et j'avais marqué l'amitié sur toutes ses formes. Bah, quand c'est incroyable et quand ça ne l'est plus ou quand ça l'est moins, avec son rapport avec les concessions, ses valeurs, Ouais, etc. trop Et bien. en effet, avec la relation de l'amitié avec la femme et le côté aussi un peu sororité, etc. De ce qui se joue entre femmes, hyper intéressant. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un des sujets auxquels on parle pas beaucoup, je trouve, c'est les ruptures amicales, qui sont parfois en fait plus violentes finalement que des ruptures amoureuses. Donc je pense que ça peut être un sujet qui peut intéresser. Carrément, vous avez de très bonnes idées. Merci Ouais. beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés si vous êtes restés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec nous, que ce soit sur le podcast ou sur Instagram, @allo avec 2 O Lola. Et si vous avez aimé l'approche de Agathe en tant que thérapeute et tous les sujets dont elle a pu nous parler, je vous laisserai aller voir toutes ces informations qui sont dans la description de l'épisode. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle si vous avez envie de commencer à travailler sur vous. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!